Eh bien, nous allons commencer. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont accepté de participer à cette rencontre. Celle-ci a pour but de présenter l'ouvrage Agir à tout prix, négociation humanitaire à partir de l'expérience de Médecins sans frontières, qui est un ouvrage collectif qui a été réalisé par des membres de MSF et au sujet des expériences de MSF. Alors certains des auteurs sont présents aujourd'hui. Tout d'abord Fabrice Weissman, Claire Magone et Michael Neumann qui ont co-dirigé la rédaction de cet ouvrage, et certains des auteurs, dont Ronnie Broman, Laurence Binet, Marc Lepape. Je pense que Michelot à Charité n'est pas là, mais peut-être qu'il viendra un petit peu plus tard. Donc cet ouvrage s'inscrit dans la tradition des populations en danger, qui est un cycle qui a commencé à partir de 1992 sous la direction de François Jean, et qui avait pour ambition de réfléchir au sort des populations oubliées à travers l'analyse de différentes situations jugées comme les plus critiques et au cours desquelles l'organisation a été amenée à intervenir. La démarche aujourd'hui est un petit peu différente, même si elle s'inscrit toujours dans la volonté d'analyse et de réflexion autour de notre action en tant qu'acteur humanitaire, mais elle est différente dans le sens qu'elle porte plus sur nous-mêmes, sur notre façon de travailler, sur nos manières de faire pour arriver à remplir notre mission qui est d'apporter des secours aux populations en danger. Alors l'idée de cet ouvrage est partie de ce qui pourrait être un constat d'impuissance face à ce que beaucoup dans le milieu humanitaire, et en particulier chez nous, qualifiaient alors de rétrécissement de l'espace humanitaire. Ce sentiment, au moins chez nous, était conforté par une série d'événements ayant affecté l'association, que ce soit l'assassinat en 2004 de nos collègues en Afghanistan, qui avait entraîné la sortie de MSF de ce pays où l'association était présente depuis très longtemps, ou l'expulsion en 2008 et 2009 du Niger puis du Soudan. Pourtant, l'honnêteté devait nous faire reconnaître que ce fameux espace humanitaire n'avait jamais été reconnu de façon automatique au nom de principes et de valeurs, excusez-moi, qui seraient unanimement reconnus, qui seraient reconnus de façon universelle. On le sait de par notre expérience, il n'existe pas aujourd'hui, mais il n'a jamais existé de périmètre d'action légitime de l'humanitaire qui serait valable partout et toujours, et dont la reconnaissance irait de soi. Donc dégager un espace de travail pour l'acteur humanitaire est le résultat d'un processus de négociation, de prise en compte des rapports de force et des intérêts entre les acteurs de l'aide et les autorités. Notre liberté d'action n'est pas acquise de façon automatique, mais elle dépend de l'intérêt ou pas des autorités pour notre action, pour les biens et les services que nous amenons, et des soutiens politiques dont nous pouvons disposer. Donc une fois que l'on admet que l'espace de travail pour une organisation humanitaire telle qu'MSF n'est pas acquis, mais qu'il est le fruit de négociations, comment juge-t-on que l'accord obtenu est acceptable, que les conditions en sont acceptables? C'est à cette question qu'il nous a paru intéressant de réfléchir, d'abord à travers les expériences de MSF dans une douzaine de crises récentes qui sont décrites dans cet ouvrage, puis en revenant sur l'évolution au cours de nos 40 années d'existence des choix de MSF dans les principales catégories d'intervention de l'association, les guerres, la santé publique et les catastrophes naturelles. Donc je vais passer la parole à Fabrice Weissman pour présenter cet ouvrage de façon beaucoup plus précise. Mais je voudrais finir en disant que nous avons pris le parti de la transparence pour nous livrer à cet exercice délicat d'analyse, et nous souhaitons pouvoir contribuer à un débat plus large autour de ces questions, dont cette rencontre serait une première étape. Voilà, Fabrice. Merci. La lecture que nous
proposons dans cet ouvrage ne conteste pas donc la réalité de ces phénomènes, mais souligne le côté un peu court de l'explication qui est donnée. C'est-à-dire que conteste l'idée que les difficultés auxquelles nous serions confrontés aujourd'hui seraient réductibles à un problème de perception, voilà. Puisque, comme le précisait Marie-Pierre, ce discours implique, à contrario, que une fois la confusion, le brouillard de la confusion militaro-humanitaire levé, se dégagerait de façon presque naturelle un espace d'intervention légitime pour les organisations humanitaires qu'elles n'auraient plus qu'à occuper. Autrement dit, qu'il suffirait que nous soyons réellement perçus comme réellement humanitaires pour que le régime d'Omar el-Béchir au Soudan, le gouvernement sri-lankais ou les talibans, d'un seul coup, réalisent « Ah oui, c'est vrai, il y avait un malentendu, nous n'avions pas compris que vous agissiez réellement au nom de valeurs universelles, nous vous autorisons donc à occuper l'espace qui vous revient de droit, etc. » Et on sait bien que dans la pratique, notre espace de travail est avant tout le produit de rapports de force et d'intérêt où se manifestent des désaccords sur le sens et les limites de l'action humanitaire. L'expérience quotidienne des responsables des opérations, qu'ils agissent au siège ou sur le terrain, c'est celle d'une transaction quotidienne, d'une négociation quotidienne avec les pouvoirs locaux et les acteurs internationaux qui peuvent influencer sur leurs décisions, transactions avec les pouvoirs locaux sur le choix des personnes à aider en priorité, le type de dispositif de secours à mettre en place. On débat des protocoles médicaux, on débat de la part des expatriés dans les équipes de secours. Et puis transactions qui portent également sur les taxes et les prélèvements réalisés par les pouvoirs sur nos ressources. Transactions, négociations sur les garanties de sécurité et sur notre liberté de parole. Et que donc, en définitive, notre marge de manœuvre dépend des soutiens diplomatiques et politiques dont nous disposons, et donc oui, de notre image, mais surtout de l'intérêt ou de l'hostilité des autorités, qu'elles soient nationales ou internationales, pour notre action. En considérant l'espace humanitaire non pas comme un espace de souveraineté juridico-morale, mais un espace un espace de souveraineté juridico-morale qui reviendrait de droit et qui reviendrait de droit à toute organisation réellement humanitaire, mais en le considérant comme un espace de négociation, ce changement de perspective invite à reconsidérer les problèmes auxquels nous sommes confrontés ces derniers temps, à ne plus et à substituer à la question comment apparaître aux yeux de nos interlocuteurs comme réellement humanitaire, substituer à cette question une autre question qui est comment conclure des compromis décents à nos yeux avec les pouvoirs politiques avec lesquels nous sommes obligés de traiter. Alors, afin d'aborder ces deux questions, qu'est-ce qu'un compromis acceptable et comment utiliser au mieux de nos intérêts les rapports de force politiques, nous avons pris le parti de faire un peu d'histoire, c'est-à-dire de revenir sur les expériences de MSF dans une douzaine de crises récentes caractérisées par des configurations de négociation particulièrement délicates, afin de décrire la manière dont nous avons essayé de concilier nos intérêts avec ceux de nos interlocuteurs. Alors, ça, c'est la première partie de l'ouvrage, donc d'une dizaine d'études de cas qui traitent à la fois de situations de conflit, mais également de situations de crise sanitaire majeure dans des pays en paix. Alors, je ne vais pas résumer chacune des études de cas, je vais quand même en mentionner quelques-unes pour illustrer un peu les éléments mis en évidence par l'ouvrage. Donc une étude qui porte sur la Somalie et qui montre que en Somalie, que tous les aspects de la négociation, enfin tous les aspects des opérations sont négociables et que nous sommes prêts à aller très loin dans le compromis entre l'idéal, enfin entre l'action idéale que nous aimerions mener et celle
que nous sommes en mesure d'accomplir. Compromis jugé acceptable dès lors que la gravité de la situation le justifie. C'est ainsi que nous avons recouru à des gardes armés, c'est ainsi que nous avons mis en place des dispositifs dans lesquels nous pouvons garantir avec certitude la destination et l'utilisation de nos ressources. Mais ces compromis se justifient jusqu'à un certain point dès lors que nous estimons que la gravité de la situation l'exige. Notre étude de cas, toujours en situation de conflit, l'Afghanistan, illustre la façon dont MSF a réussi à renégocier un espace de travail 4 ans après avoir quitté le pays suite à l'assassinat de 5 de ses membres et assassinat revendiqué par les talibans qui, bien que n'étant pas à l'origine de ce crime, en ont revendiqué la responsabilité, affirmant au passage que nous étions des cibles légitimes puisque nous travaillions dans l'intérêt des Américains. Cette action des talibans avait été interprétée à l'époque, notamment par l'administration américaine et par un certain nombre d'ONG, comme la preuve que décidément que les insurgés afghans n'avaient aucun respect pour le droit et les valeurs humanitaires et que la seule alternative qui s'offrait aux acteurs de l'aide désireux d'accomplir leur mission était de se ranger derrière les bataillons des armées occidentales qui, elles, se battaient au nom de ces valeurs. L'exemple de l'Afghanistan montre que finalement tel n'est pas le cas puisque à partir de 2008, nous avons réussi à trouver un terrain d'entente avec les insurgés. Et l'étude souligne l'importance de l'évolution stratégique des talibans ayant dans la possibilité de trouver un terrain d'entente. Autrement dit, autant après leur défaite entre 2001 et 2005, les talibans qui étaient alors en déroute dans une stratégie de déstabilisation du nouveau régime soutenu par les forces internationales avaient plus intérêt à nous voir morts que vivants, dès lors qu'ils cherchaient à manifester l'incapacité du nouveau pouvoir à garantir la sécurité du territoire et qu'ils cherchaient à entraver toute forme de constitution d'un régime stable et capable de durée, quoi. Et que cette stratégie a commencé à évoluer à partir de 2006-2007, dès lors que les talibans ont commencé à gagner du terrain, à contrôler des territoires, au point d'avoir une forme de maîtrise sur près de 80% du territoire afghan. Dès lors, ils devaient démontrer leur capacité à administrer des territoires, à représenter un gouvernement plus légitime que celui du régime Karzai, et par conséquent leur capacité à répondre à la demande sociale des populations, notamment en matière d'accès aux soins, et que ce changement de cadre stratégique explique en grande partie les raisons pour lesquelles nous avons réussi à trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, en revanche, il a été inexistant au Sri Lanka. Sri Lanka, étude de cas qui figure également dans le livre, et qui est l'un des exemples peut-être les plus tragiques de l'expérience récente de MSF. L'exemple du Sri Lanka est tout d'abord pour nous un rappel à une certaine forme d'humilité. Donc, au Sri Lanka, où entre 2006 et 2009, s'est déroulée la dernière phase d'une guerre civile qui a conduit le gouvernement de Colombo à écraser l'insurrection séparatiste des Tigres tamouls au prix de dizaines de milliers de vies parmi la population civile. Et quand nous sommes retournés au début de cette guerre au Sri Lanka en 2006, nous étions persuadés que notre longue présence dans ce pays des deux côtés de la ligne de front entre 86 et 2003, de même que notre position adoptée pendant le tsunami, la position par laquelle nous avions appelé à l'arrêt des dons, affirmant que la société sri-lankaise et l'État sri-lankais avaient déjà répondu aux besoins d'urgence et que, en tout état de cause, la reconstruction relevait de leurs responsabilités. Nous pensions par là même avoir acquis une certaine forme de légitimité, flatté le nationalisme sri-lankais et par conséquent bénéficié d'un statut à part dans le monde de l'aide qui s'était rué en masse suite au tsunami.
Et nous avons bien dû réaliser assez rapidement que cette légitimité ne nous était pas du tout accordée et que nous avons été en revanche quelque part broyés entre les deux mâchoires d'une machine de guerre totale, opposant d'un côté la rébellion séparatiste des Tigres, qui ont pris leur population en otage en les exposant au feu de l'artillerie gouvernementale dans l'espoir de provoquer une intervention internationale pour raisons humanitaires, et de l'autre, le choix du gouvernement sri-lankais d'aller au bout de l'offensive militaire sans céder au chantage des Tigres et ayant à cette fin assujetti les organisations humanitaires, dont MSF, aux impératifs d'une politique de pacification sans pitié, ayant impliqué le bombardement, la déportation. Et de fait, nous avons été incapables d'intervenir dans les zones de combat. Nous avons été tenus à la périphérie des zones de combat au moment où ceux-ci atteignaient leur plus haute intensité. Et nous avons été appelés par la suite à participer à la politique d'enfermement des 300 000 personnes ayant rescapé à l'offensive finale du gouvernement, et que le gouvernement avait décidé d'interner dans des camps de détention prévus pour durer plusieurs années, qui n'ont duré que quelques mois, camps de détention dans lesquels, à proximité desquels le gouvernement invitait les organisations humanitaires à déployer leur savoir-faire sanitaire afin d'en assurer la gestion sanitaire. Nous abordons également d'autres configurations d'intervention, notamment nos interventions au Nigeria, au nord du Nigeria, dans un papier qui détaille l'échec de nos efforts destinés à réformer le système de détection et de réponse aux épidémies, la façon dont nous avons néanmoins réussi à nous emparer de la question de la malnutrition en 2005 à la faveur d'un malentendu avec les autorités et d'un rapport de force politico-médiatique avec le gouverneur de la région dans laquelle nous intervenions, qui était alors en campagne électorale pour accéder à la présidence, avant de nous lancer dans une grande campagne de vaccination contre la méningite en 2009. Grande campagne à l'efficience discutable, puisqu'elle n'a permis d'éviter qu'environ 4% des cas, selon les méthodes de calcul, mais qui avait l'immense avantage de répondre aux intérêts des autorités régionales et aux besoins d'agir de MSF, désespérés par plusieurs années d'échecs. De même, un article sur l'Afrique du Sud détaille la façon dont MSF s'est impliqué dans la question de l'accès aux traitements antirétroviraux pour les malades atteints du VIH-Sida, dans un contexte de déni officiel de la part des autorités sanitaires du rôle du virus du VIH dans l'apparition du syndrome du Sida. Et que face à cette politique du déni, que les activistes sud-africains qualifient même de négationnisme des autorités, dans une Afrique du Sud post-apartheid, il était assez illusoire pour une organisation blanche, étrangère, européenne comme Médecins sans frontières, d'entrer dans un rapport de force ayant quelques chances de succès, seul face au nouveau pouvoir de l'ANC. Et que si éventuellement les autorités ont fini par fléchir et à généraliser le traitement des antirétroviraux dans les structures de santé publiques, c'est grâce à la construction d'une alliance impliquant MSF, mais surtout des activistes de la société sud-africaine, des militants anti-apartheid, membres de l'ANC ayant fondé une association de patients, les autorités de la province du Cap, qui étaient alors tenues par l'opposition libérale au pouvoir de l'ANC, la fondation Nelson Mandela. Enfin bref, que nous avons joué notre part dans une alliance beaucoup plus globale impliquant différents secteurs de la société sud-africaine, et que sans cette alliance, il aurait été illusoire de vouloir faire fléchir les autorités dans un sens ou dans l'autre. La deuxième partie de l'ouvrage a une profondeur historique un peu plus longue, puisqu'elle revient sur l'évolution en 40 ans
des cadres de pensée ayant balisé nos politiques de négociation et nos engagements dans l'arène politique transnationale. C'est ainsi que nous avons un papier consacré quelque part à la naissance du témoignage à MSF, à la naissance de la prise de parole publique, à la fois comme moyen de faire pression sur des autorités étatiques pour dégager un espace de travail, mais également comme moyen de susciter une mobilisation des pouvoirs afin de s'attaquer à ce qu'on qualifierait aujourd'hui, ce qu'on qualifie aujourd'hui en anglais, les root causes des crises. Autrement dit, comment la prise de parole a été conçue à partir de la fin des années 70, et non pas au début, à la fois comme un moyen en soutien de l'action, mais également comme une forme comme un moyen peut-être d'échapper au piège de la charité, pour ne pas faire en sorte, éviter que finalement le secours charitable ne fasse obstacle à une exigence de justice, et que pour échapper à ce piège, il importait, de notre point de vue, de mettre en lumière la cause des crises dont nous traitions les symptômes. Et l'article retrace comment notre interprétation des causes a évolué au cours du temps dans les situations de conflit. La deuxième partie comporte également 2 autres papiers qui traitent de l'évolution de nos engagements dans le champ de la médecine transnationale, en montrant comment MSF a toujours été tiraillé entre 2 champs d'intervention, les crises d'une part et la sous-médicalisation chronique d'un certain nombre de pays de l'autre. Autrement dit, que MSF a toujours fait du développement quelque part, même si elle récusait les cadres politiques du développement des époques où elle intervenait. Et le deuxième papier explique comment nous avons à la fois adhéré et rejeté les grands slogans de santé publique de l'OMS avant de nous engager dans une forme d'autonomie politique à travers la campagne d'accès aux médicaments essentiels, ayant pour but de transformer les politiques de circulation du médicament et notamment de rendre les médicaments accessibles aux pays pauvres à travers un système dérogatoire du droit de la propriété intellectuelle permettant la production de médicaments génériques. Et l'article montre comment cette grande avancée de notre point de vue, qui a permis notamment que le coût des trithérapies passe de plus de 10 000 $ par an à quelques centaines de dollars par an, a été rendu possible non pas par l'action isolée d'advocacy, de plaidoyer de MSF, mais par une conjonction d'intérêts, notamment par l'émergence des maladies infectieuses en tout cas l'importance accrue donnée par les pouvoirs publics aux risques de santé publique représentés par les maladies infectieuses ne connaissant par définition pas de frontières, par l'importance de la mobilisation sociale et politique sur la question du sida et sur la nécessité finalement de protéger le système de protection intellectuelle qui appliqué à la lettre, sans aucune dérogation pour les médicaments, aboutissait à des situations qui étaient, d'un point de vue moral, compte tenu de la mobilisation des activistes, mais également d'un point de vue de sécurité publique, très problématique. Enfin, l'ouvrage se termine par un épilogue écrit par un sociologue membre de notre comité scientifique, Marc Lepape, qui revient sur la façon dont MSF justifie ses choix, justifie notamment le choix de l'affrontement avec les pouvoirs publics, sous forme de négociation ou de critiques fracassantes, ou justifie le choix de l'acceptation du cadre existant, un choix du réalisme, ou de l'évitement dans ses rapports au pouvoir. Et cet article dessine un peu les registres de justification et les cadres qui balisent un peu l'acceptabilité des compromis passés par MSF, à savoir d'une part le souci de l'efficacité médicale et de l'autre le souci de limiter notre participation à une entreprise de domination.
Alors, que nous apporte ce livre? Alors, bien entendu, l'ensemble ne fournit pas une martingale opérationnelle qui permettrait de répondre aux deux questions avancées en introduction, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un compromis acceptable et comment créer les rapports de force et d'intérêt qui nous permettent de passer les meilleurs deals possibles. En revanche, il propose, ou plutôt il formalise un nouveau cadre de pensée qui invite à renoncer un peu à une forme d'image médiatico-canonique de l'action humanitaire, ou une image de MSF, renoncer à l'image de MSF comme une sorte de témoin, médecin témoin universel, contestant l'autorité des États au nom du droit et de la morale. Il remet en cause cette image un peu de l'humanitaire comme une sorte de tribunal moral de l'histoire, revendiquant le monopole d'ailleurs sur l'usage de la morale humanitaire, contestant son utilisation par les pouvoirs politiques ou économiques. Et il oppose à cette image du médecin témoin universel celle de l'expert militant engagé dans des politiques visant à réduire le nombre de morts, de souffrances ou de handicap. Donc des experts militants dont la spécialité est l'action de soins et de santé publique en situation de catastrophe sanitaire et de crise politique, des experts militants, des médecins militants capables de déployer en urgence des moyens d'intervention conséquents et de proposer des solutions innovantes pour lutter contre les grandes pandémies, et des médecins militants, disons, dont la légitimité ne procède moins de valeurs morales universelles devant lesquelles tous les pouvoirs devraient s'agenouiller, mais plutôt du fait que nous avons acquis un certain savoir-faire pratique dont l'utilité sociale est reconnue et dont la mise en œuvre doit être négociée avec des pouvoirs politiques qui ne sont ni moins ni plus légitimes que nous, voire a priori même plus légitimes compte tenu que le gouvernement sri-lankais a été élu, nous n'avons pas été élus. Il rend des comptes devant sa population, nous n'en rendons pas, etc. Donc des experts militants conscients également qu'il existe une limite à partir de laquelle l'aide aux victimes peut se retourner en soutien à des pouvoirs oppresseurs, que les pratiques de santé publique sont aussi des pratiques de contrôle des populations et qui peut parfois s'opposer d'ailleurs à la clinique, quoi, que les ambitions de santé publique peuvent parfois faire obstacle à la démarche clinique, au traitement des patients individuels. Donc des médecins, des médecins experts militants qui cherchent à secourir, mais aussi à prévenir dans la mesure du possible en cherchant à influencer les politiques publiques, et qui, pour ce faire, ne sont pas à la recherche d'une indépendance illusoire. C'est bien que ce soit notre slogan pour fêter les 40 ans, 40 ans d'indépendance, mais plutôt à la recherche d'une autonomie, c'est-à-dire du choix de ses dépendances en fonction des politiques que nous voulons mener. Cette démarche propose donc cette image d'experts militants, non pas indépendants, mais engagés dans des alliances circonstancielles et révocables avec toute forme de pouvoir susceptible de soutenir son action. Enfin, des médecins militants qui participent à la construction d'une arène politique transnationale dans laquelle on peut faire émerger des bouts de la réalité, enfin, des bouts du monde qui échappent à la prise en compte par les institutions. Et voilà. Donc, pensons que ce cadre de pensée, on trouve beaucoup plus fécond et honnête pour décrire notre action. Il permet un peu de lever le tabou de notre rapport aux politiques, de voir qu'on n'est pas, et de se penser comme tel, comme situé au-dessus de la politique, planant dans le monde des idées, de la morale pure, etc., mais que nous sommes au contraire engagés dans des rapports permanents de coopération ou d'affrontement avec les États. Donc lever ce tabou de la politique afin de rapatrier sur le devant de la scène ce qui se discute dans des cercles fermés ou en coulisses. Alors pour terminer, je dirais que c'est un livre qui pour ne rien vous cacher, qui se destine avant tout à MSF, à ses praticiens, et qui à cet égard soulève de nombreuses questions sur nos stratégies et nos styles de négociation,
sur la question de l'élargissement de nos soutiens diplomatiques et notamment de l'élargissement du mouvement MSF. Est-ce que MSF doit réellement devenir un mouvement international, c'est-à-dire MSF qui pour l'heure est essentiellement une organisation basée en Europe et en Amérique du Nord, doit-elle ouvrir des sections nationales dans toutes les sociétés ouvertes, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, etc. Il soulève des questions également sur notre politique de communication, notamment face à des processus de massacre, dans un monde par ailleurs où il devient de plus en plus difficile de cacher ces massacres. Quel doit être comment pensons-nous notre rôle au regard de ces politiques d'extermination quand elles se produisent? Fort heureusement, c'est quand même pas le lot quotidien des guerres. Elle pose également la question de nos ambitions dans le domaine de la santé transnationale, qu'il s'agisse du sida, de la vaccination, la lutte contre la malnutrition, etc., et du type d'alliance que nous sommes prêts à passer avec des acteurs de santé globaux, qu'il s'agisse des grandes fondations philanthropiques capitalistes ou de l'industrie pharmaceutique ou des États et des organisations intergouvernementales. Donc un livre qui s'adresse avant tout à MSF dans le but de favoriser la réflexion et d'améliorer l'action, mais qui s'adresse plus largement au milieu de l'aide, aux universitaires, journalistes, étudiants qui s'intéressent à ces problématiques avec lesquelles nous voulons dialoguer sur ces questions-là, qui s'adresse également à nos interlocuteurs, au gouvernement avec lesquels nous devons traiter, qui nous prêtent souvent des intentions cachées, qui nous soupçonnent d'avoir des agendas dissimulés, d'être au service de telle ou telle puissance. Ce livre manifeste que nous avons notre propre politique, nos propres agendas. Au moins, il a le mérite de clarifier la politique que nous voulons mener. Et c'est enfin un livre qui s'adresse également au grand public, dans le but un peu de restituer la réalité du travail humanitaire dans sa complexité, et puis finalement d'exposer clairement les tenants et les aboutissants des politiques de secours et de réformes publiques que nous cherchons à mener, en espérant renforcer par cet exercice de transparence quelque part et d'exposition à la critique, éventuellement, de renforcer nos soutiens auprès des opinions, sans lesquels nous ne sommes que des instruments passifs au service des pouvoirs. Il y a une tentative, justement, dans le livre de revenir sur ces 40 ans, et notamment sur nos engagements très néoconservateurs des années 80. Il est clair que pour une partie des dirigeants de MSF France, surtout à l'époque, l'idée que les droits de l'homme étaient une idéologie, était un programme universel dont les démocraties avaient la responsabilité de faciliter l'expansion et la diffusion, était très prégnante au sein des dirigeants d'MSF de l'époque. Et nous avions d'ailleurs à l'époque des liens très forts avec les intellectuels néoconservateurs. Je pense que vous vous souvenez de la Fondation Liberté sans frontières, dont le comité scientifique était constitué par le comité de rédaction de la revue Commentaire, et qui ne masquait pas ses engagements néoconservateurs. La situation a évolué à partir du moment où cet engagement néoconservateur, qui à l'époque signifiait renforcer des efforts, redoubler d'efforts dans la lutte contre le communisme, avec l'effondrement du mur de Berlin, a pu s'incarner dans un projet tel que celui qu'on a vu en Irak, d'interventionnisme casqué, quoi. Et je pense que le tournant pour MSF est assurément l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999, où quelque part nous voyons finalement les États prendre au pied de la lettre la critique néoconservatrice ou internationaliste libérale, au sens où je pense que dans les années 90, il y avait une part d'adhésion au multilatéralisme qui n'existait pas auparavant, où finalement MSF voyait se concrétiser, se réaliser, s'incarner sous une forme martiale, ces appels aux États démocratiques à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire y compris à mener des guerres contre des régimes oppresseurs. Et qu'à compter de cette date, nous avons été beaucoup plus
nous avons entamé à la fois une double révision, à la fois d'un point de vue, je dirais, pratique. On voyait bien que notre association, avec les propagandes de guerre, nous posait un problème dans la négociation avec les autorités en place. Dès lors que nous étions vus comme favorables à des interventions armées contre des pouvoirs, ça compliquait quelque peu notre accès au terrain, et puis surtout une remise en cause plus fondamentale des vertus de l'humanitarisme casqué, avec une appréciation qui a évolué au cours du temps. Donc, ça pour répondre un peu à nos rapports avec l'interventionnalisme, enfin avec le néoconservatisme et l'internationalisme libéral. S'agissant de la pulsion coloniale, elle est structurante au sein du mouvement humanitaire, et je pense que ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est d'inventer des formes de solidarité internationale qui puissent essayer de s'affranchir de cette dimension impériale. Et il me semble que la perspective dessinée par celle du praticien militant qui agit sur une scène médicale transnationale dans laquelle il passe des alliances avec des États et des praticiens du Sud, même permet finalement, ouvre des pistes de formes de mobilisation politique qui permettent de s'affranchir de cette impensée coloniale qui parcourt, qui structure l'entreprise humanitaire. Cette question presque méthodologique, on a été confronté dès le début du projet en nous disant qu'on avait une volonté explicite de remettre en cause en effet l'espace humanitaire comme un espace quasiment géographique qui suffirait d'ouvrir avec des clés qui seraient celles des principes. On avait donc à la fois cette volonté de remettre en cause cette approche par principe, tout en évitant de sombrer dans un autre écueil qui, certains d'entre nous, MSF, on pense, qui menace aussi une certaine forme d'action humanitaire, qui serait une forme d'ultra-pragmatisme et qui revendiquerait l'adaptation aux circonstances comme un nouveau principe opérationnel ou une nouvelle martingale, et qui ferait de nous des espèces de mercenaires de l'humanitaire, mais en plus de mercenaires sans patron. Donc c'est une question qu'on a tenté de faire travailler à travers les études de cas. Et alors il ne s'agit pas de recréer des principes après en avoir écarté la valeur, mais il y a quand même, on va dire, des balises qui continuent à borner en fait ce qui constitue pour nous voilà, cette notion de ligne rouge j'ai du mal à trouver le terme, on va parler de balises. D'abord, si l'espace humanitaire tel qu'on l'a défini au début n'existe pas, l'espace humanitaire tel qu'en donne Rosny une définition extrêmement minimaliste et qui concerne uniquement les modalités de mise en œuvre existe bien. C'est-à-dire qu'il y a bien l'espace humanitaire défini comme une capacité à dialoguer librement avec les populations, à contrôler l'allocation des ressources et à être en mesure d'évaluer soi-même non seulement les besoins mais aussi l'impact de son action. Ça, c'est bien quelque chose qui continue à faire partie des moteurs et des balises qu'il faut qu'on suive. La deuxième chose, ça c'est très propre à Médecins sans frontières, c'est la question tout simplement de l'efficacité et de l'impact médical des actions qu'on mène. Et ça a l'air d'un truisme pour une ONG médicale, mais finalement ça permet d'éliminer déjà beaucoup de choses, beaucoup d'actions qui ne répondent pas à ce principe directeur-là. Fabrice parlait de l'article qui traite des tensions entre une association de praticiens qui a décidé de mettre la main à la pâte. Et pour répondre à M. Groletti, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG sur le terrain qu'on côtoie. Il n'y a quand même pas tant d'organisations médicales qui ont fait le choix de ne pas soigner la santé, pour paraphraser le titre de l'article éponyme, mais qui ont fait le choix de traiter le patient et de se soumettre de son propre chef à cette redevabilité-là qui est est-ce que ce que je fais sur le terrain a un impact à une échelle individuelle. Et la troisième balise, c'est celle aussi dont parlait Fabrice, qui est la question de si
s'il y a bien, comment dire, si la condition sine qua non de l'action humanitaire, c'est d'être utile au pouvoir, parce que sans être utile au pouvoir, on ne peut pas intervenir, il ne faut pas n'être qu'utile au pouvoir, et donc la question d'être toujours en mesure de savoir à quelle entreprise de domination on participe, avec cette possibilité de s'en dégager, et cette liberté énorme qui est de s'abstenir. Je dis deux mots, puis je vais peut-être laisser Michael répondre. Je pense que vis-à-vis des... Je dirais que la grande différence entre mouvement insurgé et État, c'est qu'en règle générale, mais c'est en règle générale, il y a toujours des exceptions, les États sont plus sensibles à la critique que les mouvements insurgés. Disons que mettre en cause les pratiques du gouvernement sri-lankais en matière de détention, de non-discrimination dans l'usage de la force, a plus et plus douloureux quelque part pour le gouvernement sri-lankais que la même critique adressée aux Tigres, qui de toute façon n'ont pas les mêmes contraintes, exigences diplomatiques pour exister sur la scène internationale. Pour le reste, leurs intérêts sont souvent similaires, puisque ils cherchent, la plupart des mouvements de guérilla cherchent à gouverner les territoires qu'ils contrôlent, et à ce titre, l'utilité qu'on peut représenter à leurs yeux est similaire à celle qu'on peut représenter aux yeux d'un gouvernement. Ensuite, sur l'expertise politique, comment mesurer la politique à laquelle on participe et l'impact politique de notre action, c'est on essaye de sensibiliser nos cadres à travers des formations, ou quand la situation devient plus difficile, on mène des enquêtes plus spécifiques. C'était le cas au Sri Lanka. On s'est beaucoup interrogé sur la pertinence de notre intervention à l'intérieur des camps de détention, où là, pour le coup, on a multiplié les regards, on a fait appel à des spécialistes pour essayer de comprendre quelle était la politique du régime et quel était notre rôle dans ce dispositif. Est-ce qu'on était un rouage clé essentiel sans lequel le pouvoir ne pouvait pas parvenir à ses fins, ou est-ce qu'à l'inverse, on pouvait considérer que notre utilité, finalement, était marginale au sens où, enfin, aux yeux du pouvoir, c'est-à-dire qu'il aurait pu continuer sans nous, et que malgré tout, on avait des possibilités d'améliorer le sort des populations dans le cadre des politiques utilisées. Et évaluer également la possibilité de trouver des espaces, parce qu'aucun pouvoir n'est suffisamment puissant, enfin, peut-être la Corée du Nord, pour avoir un contrôle total sur la situation dans laquelle n'existent pas des marges de manœuvre et d'action. Dans le cas du Sri Lanka, par exemple, on a pu jouer sur les conflits qui existaient entre le personnel militaire administratif en charge de la gestion des camps dans la brousse, qui eux étaient très pragmatiques. Ils avaient 300 000 personnes qui sont venues dans les camps en l'espace de quelques semaines. Ils n'avaient pas intérêt ni l'intention de créer une catastrophe sanitaire, et du coup ils étaient beaucoup plus enclins à nous laisser travailler. Alors qu'à l'inverse, Colombo, pouvoir central, beaucoup plus paranoïaque, beaucoup plus en contrôle de la situation, voulait également prisonnier leur propre propagande, affirmant qu'ils étaient en mesure de répondre à tous les besoins, était beaucoup plus hostile. Et là, on peut jouer entre les tensions entre le centre et la périphérie. On peut jouer également sur les tensions entre les différents ministères. En l'occurrence, là, le ministère des médecins avec lesquels nous traitions au Sri Lanka et que nous avons peut-être, c'est peut-être l'une des leçons de l'étude de cas, échoué à construire des ponts suffisamment solides avec ces médecins, alors que nous avions des alliés parmi nos collègues avec lesquels nous pouvions quelque part partager un intérêt commun à ce que les services de santé soient le plus appropriés possible. Donc cette expertise politique, on essaie de sensibiliser nos cadres, et puis le cas échéant, on file des coups de main, nous le crash, mais également en faisant appel à des appuis extérieurs auprès des spécialistes, quoi. Je rajouterai juste un mot, parce que Fabrice a largement répondu à la question déjà, en rappelant ce que Claire disait, à savoir qu'effectivement, on n'a pas équipé le livre d'une grille de lecture, on ne l'a pas équipé d'un curseur avec une sonnette qui nous dirait là, vous êtes allé trop loin, ou là, le feu est vert, vous passez à l'orange, ou arrêtez-vous, vous êtes au rouge. Ce qu'on a vu dans la construction, dans le processus qui nous a permis de fabriquer ce livre sur 1 an et demi, c'est la quantité absolument incroyable de débats qui a traversé la rédaction, l'équipe de rédaction, les auteurs, sur le fait de savoir si les choix qu'on exposait sur le Sri Lanka, sur l'Afrique du Sud, sur la France,
on les estimait légitimes, critiquables, justifiés, et les points d'accord entre nous ne sont pas si nombreux. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du Sri Lanka, jusqu'à aujourd'hui, on est bien incapable de se mettre d'accord entre nous sur le fait de savoir si oui ou non il était pertinent de persévérer dans la mise en place d'un dispositif de soins dans les camps, par exemple. Les débats sont encore réguliers, pour ne pas dire permanents, sur le fait de savoir si notre, en l'occurrence le ton est plus léger, mais si notre présence en France n'est pas le témoignage d'un accompagnement des politiques répressives du gouvernement à l'égard des populations migrantes, par exemple. Bon, donc voilà bien un univers qui est complètement flou. Cette limite floue, on ne l'a pas inventée, elle est présente dans la littérature depuis longtemps. Donc, mesurer l'impact politique, mesurer un petit peu finalement la part qu'on prend au service des pouvoirs, c'est effectivement, comme Fabrice le disait, un travail de réflexion permanente vers lequel on essaie, nous, de guider les gens qui travaillent pour l'association, mais qui nécessite à la fois une réflexion du terrain, une réflexion du siège, des échanges permanents, ce type de travail un petit peu rétrospectif. Mais la plus grande difficulté face à laquelle on se trouve, c'est que on ne le sait jamais vraiment au moment où on prend la décision, et que on fait un pari sur l'avenir en mesurant effectivement l'impact sur les populations dont on estime pouvoir faire bénéficier notre aide, aussi peut-être le caractère provisoire d'un certain nombre de compromis. On va espérer que l'impact dont tu parles, il est borné dans le temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en extraire, que le compromis est révocable. Voilà un petit peu les types de balises qu'on peut mettre en branle au moment où on se pose ce type de questions. Mais le livre, effectivement, prétend exposer un certain nombre de situations, donne des pistes de réflexion, il apporte strictement aucune solution définitive à aucun des problèmes exposés. Mais puisque j'ai parlé rapidement de formation, et Fabrice parlait du public, il est bien évident que pour nous, une cible, une audience pour le livre, c'est bien les gens qui se destinent un peu à ces pratiques. On va se servir du bouquin, de notre travail dans les formations internes. Puis si des formations, soit d'organisation humanitaire, soit d'école, etc., s'appuient sur ces études de cas, nous, c'est bien aussi dans cette démarche-là qu'on l'a fait. Il y a deux niveaux dans ta question. Le premier, c'est est-ce qu'on remet en cause, a posteriori, des prises de parole, des positionnements qui étaient les nôtres à une époque et sur lesquels on revient de manière critique? Et à cette question, la réponse est oui, et d'ailleurs pas seulement dans le livre, mais c'est aussi une activité relativement continue, ne serait-ce que parce qu'on rapporte des situations que l'on vit à d'autres situations qui sont un peu posées en référence ou en repère, et que ça nous amène à réexaminer un certain nombre d'enjeux, de questions que l'on pose à nouveau frais ou sous un autre angle. Donc oui, ça, c'est une activité récurrente. Maintenant, en ce qui concerne l'Afghanistan de façon plus précise, là, non, pas du tout. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles la réponse est négative. D'une part, en 89, au moment, disons, du retrait soviétique, de l'arrivée, du maintien au poste de Najibullah, comme ça a été dit, on était encore très marqué par notre néoconservatisme plus ou moins flottant, qui n'était pas vraiment conscient de lui-même, enfin qui travaillait fort. Et donc, ce nouveau régime communiste qui s'installait à Kaboul ne nous plaisait pas plus que celui qui était issu de l'occupation. Enfin, il nous semblait toujours issu de l'occupation soviétique, et donc on ne voulait pas avoir grand-chose à faire avec lui. La deuxième raison, c'est qu'on était très impliqués. On n'était pas en Afghanistan, on était dans l'Afghanistan du Jamiat Islami, c'est-à-dire de Rabbani, qui vient de terminer, tragiquement, sa vie là récemment. Et donc,
c'était dans les zones contrôlées par le Jamiat qu'on travaillait, et notre vision de l'Afghanistan était très très fragmentaire. On en était conscient, peut-être pas au niveau où on aurait dû, mais on en était conscient et ça nous retenait de porter un diagnostic, disons, d'ensemble. Et puis la troisième raison, c'est qu'à cette époque, comme maintenant, quand même, on avait une certaine retenue dans les conseils que l'on donnait au gouvernement, et l'idée qu'on ne pouvait pas adopter une position de gouvernement fantôme ou de gouvernement de substitution était quand même déjà là. Donc ce que devaient faire les grandes puissances avec le nouveau régime, enfin disons dans le nouveau contexte de l'Afghanistan post-retrait soviétique, nous semblait être en dehors de notre périmètre. Donc ces trois raisons-là, qui se situent à des niveaux différents, expliquent pourquoi à aucun moment ce problème s'est posé. Mais le Hezbi Islami, Gulbuddin Hekmatyar était clairement, d'ailleurs, enfin, Juliette Fourneau, qui dirigeait notre mission à l'époque, pense se rappeler avoir vu, et je crois qu'elle avait le regard perçant, avoir rencontré... oui, pardon, c'était involontaire. avec Gulbuddin Hekmatyar, elle pense avoir rencontré Ben Laden, voilà, au Pakistan à ce moment-là. Mais enfin, Ben Laden était en retrait par rapport à Hekmatyar. C'était Hekmatyar le mauvais gars, et pour nous, c'était un ennemi. Et sur cet ennemi, Juliette, à titre peut-être plus personnel, mais avec, disons, toute la liberté, toute la latitude dont elle disposait explicitement, qui était conférée par MSF, a de nombreuses reprises, tout au long des années 80, mis en garde contre ce qu'il faisait, disons, contre le stalino-islamisme qu'il représentait. Donc, avec cette petite nuance finale, qui était d'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'elle s'est exprimée dans les années 80 et pas après le retrait soviétique, mais qu'on a tout de même exprimé de façon claire par le truchement de Juliette. Vous étiez bien exprimé sur Mengistu quand même. Tu dis tu t'exprimes pas en 89 mais vous étiez bien politiquement exprimé sur Mengistu. Vous aviez bien donné des conseils au gouvernement sur l'Éthiopie. Non, pas sur Mengistu ni sur l'Éthiopie, sur la question des transferts de population, sur les dégâts qu'ils causaient et sur la nécessité d'appeler à un moratoire pour examiner les conditions dans lesquelles il pourrait être conduit de façon plus humaine et dans lesquelles il pourrait éventuellement être atténué si les régions d'où provenaient les populations transférées étaient mises en valeur. Donc tu vois, c'était beaucoup plus limité, même si dans le contexte de l'époque, ça a été pris comme une critique frontale, comme une confrontation avec le pouvoir de l'époque. Dans la pratique, ça n'était pas du tout ça. Donc je me retourne vers vous. Vous avez donc une politique délibérée de retenue sur les retours d'expérience politique. On peut appeler ça comme ça? Parce que vous avez des retours d'expérience politique sur le Soudan, sur la Somalie, sur... Le livre est entièrement consacré à ça, en fait. Il faut que je le lise. Je suis... C'est vraiment ça, c'est une sorte d'autoportrait de MSF en politique, quoi. Oui, effectivement, je pense qu'on n'a pas de doctrine en termes de témoignages établis et qui serait définitive à un moment donné. Je pense qu'on a la nécessité de s'adapter aux situations. On le montre aussi que ça fait partie un petit peu de notre arsenal d'outils pour intervenir. Au fil de notre histoire, hein, donc c'est assez bien décrit par là. Il y a peut-être aussi le mythe du témoignage à tout prix qui, pour MSF, est peut-être quelque chose qui a été très pas caricaturé, mais très porté. En fait, les fortes occasions de témoignages. Donc on vient de parler de l'Éthiopie en 95, le génocide au Rwanda, mais il y a beaucoup de situations où MSF a pesé, et tout au long de son histoire, a pesé les conditions pour décider de parler ou pas
de savoir si la parole nous permettait de continuer à intervenir ou pas continuer à intervenir. C'était le cas au Burundi au moment des déplacements forcés de population, où il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, par rapport à l'action, par rapport au témoignage, par rapport à l'action, et quel choix on finissait par faire. Et donc, au fil de l'histoire, on est toujours un petit peu sur cette ligne-là. Donc, je dirais, il n'y a pas de doctrine, mais il y a une étude à chaque moment des facteurs qui sont en cause. La finalité restant ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, de pouvoir apporter des secours aux populations, des secours efficaces aux populations les plus en difficulté, tout en évitant de sombrer dans une manipulation et un contrôle des populations. Donc elle est là la marge. Les questions sont posées dans les mêmes termes autour du Sri Lanka en 2009, avec des choix un petit peu similaires. Après, on peut toujours questionner a posteriori le résultat en fonction de ce qui a été réalisé au final. Vous avez donc une retenue volontaire pour le commentaire diplomatique. Oui, oui. Oui, Mais, oui. oui, tout à fait. Mais je dirais qu'il y a, en fait, moi je dirais quand même qu'il y a, pour caricaturer, il y a deux grandes doctrines qui s'affrontent dans l'histoire de MSF. Il y a la doctrine Pigeon, bon, c'est moi qui lui attribue ce nom-là, mais qui est l'un des cofondateurs de notre association et qui, grosso modo, tient en deux mots. Un médecin, ça soigne et ça ferme sa gueule, qui a été la pratique de MSF jusqu'en 77. Et puis il y a la doctrine Kouchner, qui disait un médecin, ça ouvre sa gueule, mais ça ne soigne pas, grosso modo. Entre les deux, les dirigeants de l'association ont évolué en choisissant, avec un fil conducteur, je dirais, interprété différemment selon les époques, avec comme un fil conducteur qui est, dès le début, l'idée que si nous étions confrontés à des situations de violence de masse, particulièrement graves dans leur intensité et dans leur extension, violence ignorée, sous-documentée, n'ayant aucune visibilité médiatique, alors il était de la responsabilité de MSF de prendre la parole. Donc une doctrine qui n'est pas celle d'une prise de parole systématique sur les violences de guerre, mais circonstanciée en fonction de l'intensité de ces violences et de leur degré de visibilité. Et ça, c'est un principe qui a été reconfirmé en 2006 à l'occasion d'une grande réunion entre l'ensemble des sections MSF à La Mancha, qui précise que voilà, face à des violences graves et ignorées, il est de la responsabilité de MSF. Et ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, excusez-moi, je termine, au Sri Lanka. C'est-à-dire qu'au Sri Lanka, la question se posait en des termes différents, dans la mesure où les violences, en tout cas l'intensité, le nombre de morts parmi les civils dans les zones d'affrontement étaient très connues, documentées à l'époque, du fait notamment des nouvelles technologies, hein, c'est-à-dire que le personnel qui était encore sur place du ministère de la Santé, ainsi que d'autres cadres LTT communiquaient avec l'extérieur via téléphone portable, via des prises de vue caméra, etc. Il y avait même chose sur la situation dans les camps qui était... Le problème était, ces situations étaient connues. Donc après, la question qui se pose, c'est quelle valeur ajouter au sens de... Est-ce que la prise de parole d'un expert, entre guillemets, a plus de poids dans le bruit médiatique, ou en tout cas dans l'existant Le principe réaffirmé dont parlait Fabrice, c'est effectivement l'engagement international qui a été pris en 2006 de dire que face à des crimes graves et ignorés, MSF se réservait... pas se réserver le droit, mais s'arroger une responsabilité de dénoncer. Il y a une étude de cas dans Agir à tout prix qui parle du Yémen et qui montre que ce principe-là, on ne l'a pas respecté. À Al-Tal, au Yémen, en septembre 2009, il y a le marché d'Al-Tal a été bombardé par l'aviation gouvernementale et il y a eu, donc vous parlez de chiffres, il y a eu, on va dire, une petite quinzaine de civils, femmes et enfants qui ont été blessés par les bombardements, dont certains sont morts à l'hôpital. Et évidemment, ça a été un dilemme pour MSF, mais on a décidé de ne pas parler parce que, au-delà, c'est pour ça que la question du principe, c'est, ça peut pas être une approche parce que ça, on peut pas.
La question du principe, elle renvoie à la notion de réflexe. Ça voudrait dire qu'à chaque situation donnée, il faudrait dégainer et avoir donc une communication réflexe. Or, au Yémen comme ailleurs, une question que se posent les équipes et qui n'a rien de cynique, c'est la question de l'utilité de la prise de parole. Alors, elle n'a rien de cynique parce qu'il ne s'agit pas forcément d'une utilité immédiate de dire si je dis ça, je vais froisser les autorités et donc je ne vais pas pouvoir, on va dire, continuer à gérer les intérêts de la boutique, pour le dire ainsi. Mais elle est aussi l'utilité au sens qu'est-ce qu'il m'est permis d'espérer par cette prise de parole? Et est-ce que vraiment faire un communiqué de presse ou s'adresser au gouvernement yéménite en implorant tout simplement sa clémence vis-à-vis des civils, est-ce que ça va l'inciter, lui comme les outistes en face, à faire preuve de retenue dans l'usage de la violence à l'égard des civils? Donc heureusement qu'on a ces réflexions-là avant de parler. Ceci étant, je vous invite à lire l'étude de cas sur le Yémen parce qu'on ne sait pas, il y a autant d'avis sur qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et je pense qu'on est tous inconfortables avec le fait qu'on n'ait pas parlé sans pour autant être tranché sur le fait qu'il aurait fallu le faire. Je pense que les interventions de Médecins sans frontières au cours de ces 40 années ont évolué. Hein. Il y a eu des opérations en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Sud au cours de toute notre histoire. Nos interventions, nos choix d'intervention dépendent des crises que traversent les populations dans ces différents pays. On ne se désintéresse pas d'Amérique latine. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à des enjeux de santé publique majeurs qui touchent l'Amérique latine, MSF intervient. Alors, non pas la section française, mais nos camarades, mais ce n'est pas un intérêt. Et au cours des années 80, début des années 90, la présence de MSF était très importante d'Amérique centrale en particulier, parce qu'il y avait un conflit et des populations près duquel MSF devait intervenir. Mais ce n'est pas du tout une volonté d'ostracisme vis-à-vis de l'Amérique latine. C'est pas seulement parce qu'on manque d'hispanophones. Si on regarde la carte du monde aujourd'hui, en Asie, MSF est relativement peu présente aussi. Si je parle du mouvement MSF, effectivement, il y a eu des moments de l'histoire où les projets en Asie du Sud-Est ou en Amérique centrale et latine étaient beaucoup plus importants. Il y a aussi des questions qui sont liées aux conditions de travail et à l'évolution de ces contextes. Au Mexique aujourd'hui, le nombre de morts victimes de tirs ennemis, des victimes de violences, du fait des combats de rue, des gangs, excède très largement probablement le nombre d'un certain nombre de conflits appelés comme tels dans un certain nombre de parties du monde. Mais c'est des situations auxquelles on n'est pas particulièrement habitué, auxquelles les petites tentatives d'intervention de la part de sections autres ont montré les difficultés pour intervenir, pour trouver des interlocuteurs, pour trouver des intérêts communs justement avec les gangs, avec les cartels. Bon, voilà, les contextes ont pas mal évolué. Je pense qu'il y a des pistes opérationnelles intéressantes dans un certain nombre de ces pays-là, mais qui demandent aussi un petit peu de réflexion et de peser le bénéfice qu'on peut espérer porter aux populations versus les difficultés d'intervention qui sont réelles. En Colombie, on continue à intervenir massivement avec probablement encore aujourd'hui 3, peut-être 4 sections du mouvement MSF qui interviennent. Et qui toutes, année après année, se posent la question de savoir si elles vont se retirer du pays ou y rester. Parce que, encore une fois, les structures médicales sont ce qu'elles sont, et que la difficulté d'y trouver des opérations que l'association, dans son ensemble, juge pertinentes, sont clairement posées.